Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer dans les studios de Canal Sud 92.2. Une émission mensuelle portée par l'association Tilt basée à Toulouse pour parler culture et parler queer. Pendant 1h30, cette émission sera l'occasion de décortiquer l'actualité, questionner nos préjugés et aborder des sujets épineux souvent laissés de côté. On y parlera d'initiatives locales et de militantisme, de violences conjugales, de racisme systémique et de privilèges blancs, de ripostes féministes et de justice restaurative, d'intégration et de call-out dans les milieux queer, de violence et d'autodéfense médicale. De tous les sujets qui nous hérissent le poil ou qui nous font vibrer. Une émission située sous le prisme féministe et queer. Un espace pour donner la parole aux personnes concernées et aux professionnels travaillant dans ces domaines. En bref, de l'actualité, des tabous, de l'humour, des invités, des chroniques et de la musique. Animé avec douceur, radicalité et ressources. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va la dédier aux conflits et aux call-outs et à leurs impacts sur nos communautés queer. On parlera de ce qui nous a amenés à aborder ces questions et des constats qu'on a pu faire. On filera aussi des billes sur le rôle que peut avoir l'entourage lors d'un conflit et d'un call-out et des tips sur comment mieux traverser nos conflits. Dans cette émission, certains sujets sensibles peuvent être abordés, comme les violences intracommunautaires. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir 3 invités, Axiel, Nadia et Poppy. Merci Poppy de venir pour la 3e fois dans notre émission. Ce soutien nous touche beaucoup et on adore aborder des sujets qui grattent avec toi. Un grand merci à Claire et à Joe à la régie. Avant de plonger dans ce sujet passionnant mais piquant, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Alors, je me suis douté qu'on me poserait la question et j'ai complètement séché à comment j'allais me présenter. Je suis militante trans, plutôt d'inspiration anarchiste. Et je m'intéresse aux conflits intracommunautaires depuis plusieurs années, à mon grand désarroi. C'est difficile de se présenter. Je vais dire d'où je parle. Je parle en tant que queer, je parle en tant que personne racisée avec un passing blanc. Je parle en tant que personne qui a géré, gère et forme un peu au conflit et au cercle... Enfin, à la gestion des conflits et au cercle restauratif. Voilà ce que je peux dire de moi. Faut encore que je me présente. On pourrait mettre la capsule oui, précédente. Je sais plus ce que j'ai dit la dernière fois. Mais du coup, Poppy, militante trans, mi-vietnamienne, mi-française, convertie à l'islam depuis quelques mois. Et oui, je m'intéresse aux conflits. Je commence à faire des médiations parce que apparemment, on peut me demander d'en faire. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci. Je vais aussi me présenter. Donc, je suis Amy, cofondatrice de Tilt et de ce podcast. Je m'identifie comme Gwyn, noire et valide. Et je travaille autour des dynamiques relationnelles à travers différents supports pédagogiques comme cette émission, des formations, des ateliers autour des questions de sexisme, racisme, LGBT-phobie, etc. Ok, alors, let's go. J'aimerais d'abord qu'on puisse poser les bases et clarifier les définitions des thématiques qu'on va aborder. Je me tourne directement vers vous. Comment est-ce que vous définiriez le conflit ? Alors pour moi, le conflit, c'est le moment où 2 personnes ne sont pas d'accord et où ça les touche suffisamment émotionnellement dans leur système de valeurs. Moi, j'ai regardé un petit peu les définitions sur Google. Donc, le Larousse dit violente opposition de sentiments, d'opinion et d'intérêt. Et en psychologie, on dit opposition de motivation ou de conception contradictoire chez une même personne ou au sein d'un groupe. Donc, on continue sur les petites définitions. Comment est-ce que vous définiriez le call-out ? Pour moi, le call-out, c'est une dénonciation publique d'une personne ou de ses actes et actions ayant pour but d'induire un changement de comportement de cette personne, avec plus ou moins de conséquences derrière, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu la base. Et du coup, moi, j'ai fait un peu des recherches, je suis retombée sur un article qui s'appelle « Comment la culture du call-out nous traumatise » de Tada Ozumi. Et cette personne précise, donc le call-out consiste à dénoncer publiquement les actions d'une personne, souvent en réclamant aux autres membres du groupe de prendre position et de participer à sanctionner la personne dénoncée.
Moi, j'aimerais apporter une nuance pour cette émission. Il y a des call-outs que j'estime adaptés et on va clarifier après, mais donc je vais vous lire plutôt un extrait de cet article, Comment la culture du call-out nous traumatise. Je voudrais d'abord reconnaître que la pratique du call-out vient de mouvements qui ont ressenti la nécessité de dénoncer publiquement les oppressions qu'elles subissent. Je suis convaincue, sans aucune réserve, que cela a été et est toujours un facteur majeur de changement social. Ce dont je veux parler, c'est de pourquoi cette pratique du call-out devient problématique à partir du moment où elle est normalisée dans notre communauté et que s'installe une culture du call-out. Voilà, pour moi c'est important de poser cette nuance-là et on va écouter une capsule sonore de Tristan nous en parler aussi. Alors, dans quelle situation un call-out est adapté ? Alors, j'ai l'impression que c'est hyper prétentieux de ma part de le dire, mais je vais donner à peu près mon opinion. Déjà, dans peu de cas. L'historique de l'outil, le but du call-out, c'est de pouvoir à la fois visibiliser les actions de personnes qui sont en situation de grands privilèges et de pouvoir et qui abusent de ce pouvoir pour, sans aucune conséquence ni possibilité de les arrêter dans ces actions de violence, dire ça existe et que ces personnes arrêtent, puissent rendre des comptes et éventuellement être punies. Dans cet extrait du podcast Priorité à droite, Tristan, militante transféministe lyonnaise spécialisée en médiation, notamment pour les ruptures familiales au sein des communautés queer, partage sa vision d'un call-out adapté et responsable. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose sur cette notion de call-out ? Ouais, pour le coup, je suis assez d'accord avec Tristan, forcément. Le call-out, c'est un outil. Avec des copains, on avait fait un compte Instagram qui s'appelle le petit Nicole-out, où c'était un peu du troll, mais on avait quand même fait en fait une liste de 20 critères pour juger si un call-out est adapté. Et parmi ces critères, il existe un différentiel de pouvoir réel. D'autres solutions ont été tentées. La personne dénoncée a les moyens de se défendre en justice, par exemple. On ne peut pas atteindre cette personne d'une autre façon. Enfin, il y a plein de critères qui, sans être parfaits, me paraissent assez intéressants, avec cette idée que, en fait, le call-out, c'est un outil qui est adapté à un certain type de situation. Le problème, c'est qu'il a été complètement banalisé et que la notion même de pouvoir, qui, à mon sens, est vraiment ce qui est au cœur de, en fait, quand est-ce qu'un call-out il est adapté, a été complètement dévoyé et on va utiliser des termes très forts, y compris en intracommunautaire, entre deux personnes qui... alors, il y en a peut-être une qui a vaguement plus de revenus que l'autre ou une qui a peut-être vaguement plus de privilèges que l'autre, mais en fait, on est des membres d'une minorité opprimée, là, je pense aux communautés queer forcément. En même temps, c'est le thème, j'ai envie de dire. Bon, et donc, en fait, on se met à utiliser cet outil en exagérant les différentiels de pouvoir pour justifier l'usage d'un call-out, alors qu'en fait, sans considération pour le fait que, en fait, la personne de l'autre côté, elle n'a pas forcément d'autres ressources, elle n'a pas forcément d'autres groupes sociaux, peut-être elle est seule, peut-être elle va perdre, en fait, ses amis, son groupe. Il y a un texte de Jo Freeman qui est hyper classique, qui est trashing le côté sombre de la sororité, enfin, où elle explique que, donc elle, c'est une féministe noire lesbienne qui est écrite dans les années 90, je crois, aux États-Unis, et elle dit en fait jusque-là, dans ma vie, j'avais un peu autorisé personne à me juger, mais en rejoignant les milieux féministes, j'ai autorisé, en fait c'était tellement un truc de, voilà, on m'a vendu la sororité, on m'a vendu la solidarité, l'entraide, donc j'ai autorisé les autres à me juger, et en fait à partir du moment où les autres ont pu se retourner contre moi, j'avais juste plus rien, et y compris de mon estime de moi-même en fait, c'est-à-dire et je pense que cet aspect-là du call-out intracommunautaire, c'est ça qui est vraiment relativement injustifiable pour moi. Waouh, je connais ce compte, le petit Nicole-out, et j'avais envie d'inviter ces personnes, donc j'ai envoyé un message au... mais en fait, voilà, je les ai invités sans le savoir. C'est super. Merci pour cette précision. Et j'aimerais aussi aborder la question du call-in, que moi, j'avoue, je connaissais pas du tout avant de préparer cette émission. Donc, je vous pose la question, comment définiriez-vous le call-in ? Je me lance.
C'est la version un peu plus intimiste du call-out, quoi. C'est que c'est plus dans un cercle de proches ou en tout cas c'est pas public. Ça se fait plus en privé, si j'ai bien compris. Après, je veux bien que vous apportiez de la nuance à ça. Moi, ce que j'ai entendu, c'était que c'était le fait de promouvoir la discussion en interne plutôt que de dénoncer et de bâcher publiquement la personne. Ouais, je sais pas s'il y a deux définitions un peu concurrentes, parce que moi j'ai l'impression que le call-in c'est justement aller voir la personne concernée pour lui en parler d'abord. Et j'ai l'impression que ce que tu disais, Poppy, c'est plutôt le moment où ça se déroule un peu en sous-main, un petit peu. Donc un peu l'espèce de call-out under, ouais, quoi. C'est ça, Ouais, de la rumeur. Que moi, les rumeurs, j'avoue, j'ai tendance à les classer dans call-out. C'est-à-dire que même si ça met 5 ans à nous arriver, ce qui est en fait souvent le cas, hein, genre ça, l'effet, c'est quand même un truc de publicisation des actes, qui là, en plus, l'aspect encore plus, pernicieux de la rumeur, c'est que tu peux pas t'en défendre, parce qu'elle ne... T'as même pas un truc de dire non mais attendez, regardez-moi ce texte qui a été publié, en fait j'ai pas fait ça, enfin tu peux vraiment pas t'en défendre, quoi. Oui, et toujours dans cet article-là de Tada Ozumi, cette personne dit « Le call-in consiste à aller voir la personne fautive, souvent à plusieurs, pour lui demander de prendre ses responsabilités et de changer son comportement. » Donc il y a peut-être 2 définitions. Moi, j'ai pas trop trouvé d'infos sur ces questions-là. C'est vrai que c'est assez difficile, en fait. Il y a très peu de ressources sur Internet sur les conflits, les call-outs dans les communautés queer. J'ai cherché un peu sur Spotify et il y a conflit au travail, conflit dans les relations, etc. Mais vraiment axé communauté queer, j'ai trouvé que 2 podcasts, quoi. Mais on y reviendra. Du coup, j'aimerais aussi ajouter la définition de l'agression qui est donnée par Tristan dans ce podcast de Priorité à droite. C'est une attaque brutale, non provoquée, qui est définie dans le temps et qui est marquée par sa soudaineté et sa brutalité, et qui est unilatérale. Donc la différence où le conflit, en fait, il y a 2 personnes qui sont impliquées, et où dans l'agression, en fait, il y a quelque chose de soudain, auquel on ne s'attend pas, et il y a quelque chose qui est unilatéral. Mais on va écouter, du coup, une capsule sonore de Tristan faire la différence entre le conflit et l'agression. Quelqu'un me racontait qu'elle était très en conflit avec son ex-copine. Mais il y a un truc assez cocasse, c'est que ces 2 personnes, ces 2 ex, habitent un appartement au-dessus et au-dessous de l'autre. Donc, en plus d'un conflit d'ex qui ne s'entendent pas, c'est un conflit de voisinage. On est dans un conflit, et un conflit multidimensionnel. Mais un conflit. Ce conflit, il se comprend par le fait qu'il y ait 2 protagonistes qui sont investis, non pas forcément à égalité, mais en tout cas qui sont investis à l'intérieur de ce conflit. Plus tard, une de ces personnes va à une soirée et il se trouve qu'elles se croisent, alors qu'elles se croisent jamais. Et du coup, cet ami juste lui sourit, lui fait un coucou, s'en va. Et bien en fait, cet ex s'est approché rapidement d'elle, l'a plaqué contre le mur et lui a mis une droite. Et ensuite est parti. Là, ça s'appelle une agression. C'est soudain, circonscrit dans le temps, non provoqué et brutal. Je me tourne vers vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer dans les cercles restauratifs, dans vos recherches, dans vos entourages, cette difficulté à faire la différence entre le conflit et l'agression? Je sais pas si je prends la parole maintenant, parce que moi j'ai abandonné l'idée de faire la différence. C'est-à-dire qu'en fait je considère que on va pas passer trop de temps à essayer de discuter sur est-ce que c'est un conflit, est-ce que c'est une agression, et pas assez de temps à observer les conséquences, regarder les blessures qui ont été commises et essayer de les réparer. Donc pour moi, l'agression relève du conflit, dans le sens où si en fait je te frappe, y compris volontairement, et que quelques jours plus tard tu viens de me dire non mais en fait c'était horrible, et que je te dis vraiment désolé, j'aurais pas dû faire ça, j'étais... Bon. En fait, il n'y a plus de conflit, et donc en fait, on est en train de pouvoir résoudre l'agression quelque part. Là où ça pose problème, c'est quand il y a conflit sur est-ce qu'il y a eu une agression, ou est-ce que c'est le sens... Là, par exemple, j'imagine que la personne qui va mettre la droite va avoir dire non, mais en fait, j'ai pété un câble en te voyant parce que tu me harcèles dans la relation de voisinage. Enfin, donc en fait, il y a conflit sur l'agression, donc j'estime que à ce stade, moi j'ai arrêté d'essayer de savoir si c'était un conflit ou une agression, je traite le conflit. Alors moi j'ai observé effectivement beaucoup de confusion de la part des gens qui sont
En tout cas, dans les cercles que j'ai fait ou tenté de faire, notamment parce que les gens interprètent les attitudes et les propos des autres avec leur propre filtre, et que quelque chose qui pourrait paraître anodin est perçu comme une agression, et ressenti comme une agression par la personne. Et très souvent, effectivement, c'est complètement imbriqué entre conflit et agression. C'est parce qu'il y a le conflit à l'origine que les propos, les attitudes vont être interprétés comme une agression. Et c'est parce que l'attitude ou les propos ne plaisent pas et entrent en conflit avec les valeurs de la personne qu'il va y avoir conflit. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Oui, et puis c'est compliqué de dévalider une personne qui s'est sentie agressée, de lui dire, bon, en fait, non, si on regarde vraiment la définition, ça y correspond pas, en tout cas dans les cercles restauratifs. On va faire une pause musicale avec le rappeur Lee, originaire de Paris, avec son dernier EP, Facette. Lee est un artiste au texte tranché et à la plume incisive. Il nous offre son flow percutant et des lyrics sans filtre. Un artiste qui prouve qu'on peut être à la fois radical et mélodique, sans rien lâcher, sur le fond comme dans la forme. Le morceau s'appelle Flow. Sans flow 20 fois posé sur chaque 16, mais j'étais déjà prêt quand c'était chaille dans le siège. Ils sont pas vite, moi j'y vais vite, nous j'en profite vite. Pour que les fois fait mon ex lâche. Je veux pas mâcher mes mots, c'est maintenant. J'ai pas le temps, je vais rapper pour 400 000. J'étais tout seul, maintenant je suis le seul qui réussit. Y'a pas tout ce que j'ai papa, maman pour acheter du cannabis. Ils vont dire que je suis méchant, ils sont plus la saison 1. Heureusement que je suis là, la saison je vais la saisonner. J'espère que vous aimez le changement parce que moi je suis là assez souvent. Donc je change de flow, de flow, de flow. Si tu crois que j'ai bugué, c'est que t'as pas suivi. De flow, de flow, de flow. Je crois que c'est toi qui as bugué, enchanté, c'est lui. La prod est chelou, mais pas autant que moi. Je construis un monde fait de l'ego et de cap là. T'as besoin de lit, donc tu ne fais qu'appeler. De toute façon, c'est le refrain donc j'ai changé de flow au moins 5-6 fois. Et pour les bêtas, j'ai bien qu'un seul doigt. Viens parler d'écho, mais fais pas le sexiste parce que tu les excites pas. J'étais seul au fond, comme si j'existe pas. Maintenant je pris la scène, vas-y désiste-toi. Putain décide-toi, soit t'es avec moi, soit t'es l'ennemi que je vais abattre 25 fois. Fais-moi embriquer de l'alcool que je foute le feu. T'as bonne idée que j'ai déjà eu en 42. Je vois des récits glaçants à la carambeu. Toi t'es pété comme blague à la caramba. Change de flow, de flow, de flow. Si tu crois que j'ai bugué, c'est que t'as pas suivi. De flow, de flow, de flow. Je crois que c'est toi qui as bugué, enchanté c'est lui. Je gratte un millier de mots dans mon carnet. Je rappe pour parler à la meuf qui m'a trahi en premier. Du coup si t'écoutes ça, je te fais coucou. Et je me demande ce qui m'a retenu de venir casser tes deux genoux. Désolé maman, je suis pas si violent d'habitude. Mais tu sais que bien trop de gens sont venus mener la vie dure. Alors quand j'ai une occasion qui ferme leur gueule et qui m'écoutent tous, j'en profite pour crier, va te faire foutre. De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Aujourd'hui, on parle du conflit et du call-out et de ses conséquences sur les communautés queer. Sur notre plateau, on accueille Axiel, Nadia et Poppy. Avant la pause musicale, on a parlé de la différence entre conflit et agression, ou de l'absence de différence entre les deux, et des définitions de call-out, call-in et de conflit. Maintenant qu'on a un peu posé les bases, moi j'aimerais expliquer un peu ce qui m'a amené à proposer cette thématique d'émission à mes camarades de PCPQ, l'acronyme de Parlons Culture, Parlons Queer. Je suis entrée dans la communauté queer en 2020 à peu près, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et évidemment, au début, c'était waouh, paillettes et militantisme, c'était tout ce que je recherchais depuis des années. Et au fil du temps, un peu comme tout, quoi, une fois passé la lune de miel, j'ai commencé à observer, à expérimenter et à comprendre les dynamiques qui traversent nos communautés. Et aussi, c'est mon travail, donc je passe beaucoup de temps à réfléchir aux dynamiques interpersonnelles. Et notamment à observer les différents conflits, les histoires d'ex, les histoires de call-out. Et je me rappelle la première fois où j'ai entendu parler d'un call-out.
discutais avec une pote qui me racontait s'être fait call-out dans la ville où elle habitait avant. Et que les personnes qui avaient fait ce call-out s'étaient donné pour mission de l'exclure de tous les espaces et lieux queer de cette ville. J'étais ébahie, espantée par la violence de cette pratique. J'ai pas demandé pourquoi, mais j'ai juste compris qu'il y avait des choses qui me dérangeaient dans cette façon de faire. Étant une élève très studieuse, je me suis mis à étudier et j'ai voulu comprendre ce qui se jouait. Et du coup, j'aimerais vous poser aussi la question, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur le conflit et le call-out ? Moi, je crois que ça m'est tombé dessus, en fait. C'est que en fréquentant le milieu queer, parce que j'aime pas parler de communauté, moi j'aime bien parler de milieu queer. Je suis d'accord, c'est le meilleur. Ouais. Parce que communauté, ça nécessite que les gens aient un sens des responsabilités les uns et les unes envers les autres, et ce qui est pas du tout le cas dans le milieu queer. Donc du coup, ouais, ça a été... j'ai organisé des cercles de parole, j'ai accueilli la parole de plusieurs personnes qui ont subi ou vécu des call-outs. Et du coup, je m'y suis intéressé par défaut, quoi, parce qu'il fallait essayer d'apporter du support à ces personnes. Et que du coup, ça m'a forcément fait essayer de réfléchir à toutes ces notions-là. En parallèle à ça, je suis tombé sur les écrits de Kai Sheng Thom, qui s'est beaucoup intéressée à ça, qui est une autrice canadienne, qui a beaucoup écrit à ce sujet, qui continue d'écrire à ce sujet, et qui est un peu une grande source d'inspiration. J'aimerais atteindre son niveau de capacité à comprendre et à essayer de faire mieux. Je suis encore un peu trop vénère pour ça. Mais du coup, voilà, ouais, c'est un peu par adaptation, et puis pour essayer d'apporter quelque chose aux personnes qui venaient me raconter un peu leurs expériences. Moi, j'ai eu le nez dedans parce que moi-même, pendant longtemps, je n'arrivais pas à gérer mes conflits. Je pense que c'est la première chose qui m'a fait m'intéresser, notamment à nos modes de communication. En fait, moi, je suis plutôt passée par là. Comment on communique ? Pourquoi il y a autant de conflits ? Pourquoi on ne se comprend pas ? Quels sont les filtres de communication ? Et dans mon métier, je fais aussi de la psychologie, donc en fait, ça m'intéresse à double titre. Et ensuite, j'ai rencontré des personnes, soit dans mon travail, soit dans ma vie privée, qui se sont fait call-out. Et en fait, j'ai vu ce que ça donnait comme résultat sur ces personnes-là, en termes de détresse psychologique et en termes de dynamique de groupe et de communauté. Et en fait, j'ai commencé vraiment à réfléchir à ces questions à peu près à cette époque-là, donc entre 2018 et 2020 à peu près. Ouais, moi je suis rentrée à peu près dans la même période que toi, Nadia. L'élément un peu déclencheur, ça a été un call-out au sein d'un espace communautaire dans lequel j'allais, qui a été vraiment très très mal géré et qui a produit une espèce d'explosion communautaire. Et donc le jour de cet événement-là, c'était une semaine, mais bon voilà, on a eu plusieurs discussions avec des personnes sur ces questions, et notamment là en l'occurrence ça impliquait un viol, donc ça impliquait une question qui est vraiment une agression caractérisée, reconnue et assez grave, mais on s'est rendu compte ensuite en discutant que on appliquait également des méthodes d'ostracisation notamment à des personnes qui pouvaient pas comprendre les codes, qui étaient un petit peu à côté. Et donc en fait on s'est dit, mince, il faut qu'on réfléchisse non seulement à comment est-ce qu'on gère les gros trucs qui arrivent, les grosses agressions, mais aussi comment effectivement on gère le conflit, la communication, et comment on apprend à un peu faire mieux. Et donc j'ai mis un peu le nez là-dedans à ce moment-là, et après j'ai l'impression qu'il y a c'est un petit peu la pilule rouge du conflit, quoi. Une fois qu'on est dedans, on se rend compte à quel point en fait on a ignoré plein de choses, on a détourné les yeux de plein de situations qui étaient hyper injustes, et donc d'essayer de questionner ça, et notamment d'en faire une compétence collective en fait. Ouais, globalement je suis arrivé là-dedans par ça, et je rejoins Nadia sur le fait que je suis très nul à gérer mes conflits moi aussi. On m'a dit mais Axel tu travailles sur ce sujet alors que vraiment t'es nul à gérer tes conflits. Je suis genre oui, précisément. En fait si je savais gérer mes conflits j'aurais pas ressenti le besoin de travailler dessus concrètement. Donc voilà. Oui, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Enfin, moi aussi, j'ai commencé à réfléchir à cette question-là, même avant de m'identifier comme queer, parce que justement, les conflits, elles venaient me chercher dans des espaces tellement profonds, je les fuyais énormément, et je me suis dit, bon, en fait, là, il y a quelque chose à creuser. Et j'aimerais rebondir sur cette notion de compétence collective dont tu as parlé. Enfin, pour moi, ce serait
tellement important de commencer à réfléchir à ces questions-là à l'école. On n'a pas de notion en fait de comment est-ce que on peut traverser un conflit. Déjà même à l'école. Enfin là, ce week-end, j'étais avec un ado il y a 12 ans et il me parlait d'un conflit qu'il a avec son ancien pote qui est aussi son voisin. Et ce sont des décisions très tranchées, il n'y a pas de nuance. J'ai essayé d'apporter un peu de nuance, peut-être que maintenant il a changé, ça fait du temps, vous étiez quand même très très proches. Et voilà, et je trouve que c'est un espace à l'école où on n'a pas ces discussions-là. En tout cas, dans l'éducation nationale, je sais que dans les calendrettes, c'est différent, il y a des fonctionnements différents. Décider de faire cette émission, on en parlait tout à l'heure avec Nadia, ça a été pour moi une vraie question qui a un peu bouclé dans ma tête. Et je me suis demandé pourquoi, ironiquement, par peur du call-out. Et en même temps, c'est mon travail et je pense que c'est aussi un des trucs qui me fait vibrer de réfléchir et de décortiquer les dynamiques relationnelles. Et je crois fondamentalement au besoin de créer des espaces de discussion et de mettre en lumière nos failles. Pas dans une dynamique de critique, mais plutôt dans une visée constructive pour pouvoir faire mieux. J'ai passé beaucoup de temps sur Internet à creuser, à chercher des ressources et je suis tombée sur ton site Internet, Axiel, l'Arp in Progress, et sur le manifeste Mieux gérer nos conflits que tu as coécrit avec plusieurs personnes. Est-ce que, je crois que Nadia, tu as aussi fait un peu partie du processus. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment a émergé l'idée de ce manifeste et quel a été le processus d'écriture ? Du coup, l'émergence, ça a été dans la discussion dont j'ai parlé avant. À la base, c'était un peu assez collectif et finalement, au niveau du processus d'écriture, ça a quand même été beaucoup moins. À la base, on avait le plan de faire un fascicule d'une 20aine de pages. Bon, finalement, il en fait 190. Et notamment, en fait, à la base, on voulait proposer un peu des outils et tout ça. Et je me suis confronté au fait qu'il y avait énormément de questions un peu idéologiques à traiter d'abord, en fait, c'est-à-dire philosophiquement, comment on aborde les conflits aussi, etc. Donc ça a été un travail qui a été assez long et Nadia m'a énormément aidé. On s'est rencontrés à ce stade-là sur les outils. C'est full Nadia, quoi. Si, je te jure. Nadia fait non de la tête. Disons que le chapitre outils, il n'est pas énorme. Et quand on voit l'intégralité du bouquin, j'ai l'impression d'avoir aidé sur une toute petite partie. Voilà. Il fait quand même un gros tiers du bouquin, hein. Ah ouais. Enfin, il est moins dense parce qu'il y a des petits rappels, des petits trucs, mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous aimeriez nous parler du processus d'écriture ? Coécrire à plusieurs, ça va être un vrai process. Il n'y a pas eu vraiment de coécriture, c'est Axiel qui a tout fait. L'aspect collectif, il a été beaucoup sur la structuration. Dans les co-autrices, j'ai mis Rachel Houkendijk et Leila Teto-Surel, qui sont deux amies avec qui j'ai fait 2 grosses sessions de cadrage, posage, un peu du plan et tout, même si j'ai beaucoup fait la partie rédaction, la conception, elle est beaucoup plus collective. Et après, j'avoue que ça a été assez frustrant, parce qu'au départ, dans le petit groupe, en fait, on a fait cette discussion-là à l'événement dont je parlais, et on était une dizaine intéressés pour participer, et en fait, des personnes qui étaient intéressées durant cette discussion-là, il n'y a personne qui s'est finalement trop investi, donc ça a été très solitaire, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le faire, et en même temps, je suis très content de l'avoir fini, parce que ça a vraiment fait une proposition, et c'est un peu pour moi un livre c'est une proposition, c'est de dire ok, est-ce qu'on peut parler, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes s'en sont saisies, et donc ça c'est vraiment super. Moi j'ai reçu la version papier aujourd'hui, je suis trop contente. En tout cas merci pour ce travail, enfin, c'est hyper précieux d'avoir ce genre de bouquin, de manifeste, et on reviendra sur les outils pratiques plutôt à la fin de l'émission. Donc voilà, en faisant un peu tous ces constats et en voulant échanger sur ces questions avec d'autres personnes de la commu, je suis allée il y a quelques années à une discussion arpentage collective où on se basait sur un extrait d'une brochure qui parlait d'intégration et d'exclusion dans les milieux queer à Toulouse. Et la personne était très fâchée et notamment dénonçait les multiples codes vestimentaires, de langage, de connaissances qu'on devrait avoir pour être accepté, et qui dénonçait que si on parlait pas d'une certaine façon, si on n'avait pas lu tel livre, on risquait de se faire exclure, plus ou moins violemment, avec tout ce que ça entraîne comme conséquence pour des personnes déjà marginalisées. À la lecture du texte, moi j'étais ravie, je me suis dit, ouais, enfin, je vais pouvoir échanger avec d'autres personnes sur ces questions-là.
Et pendant la discussion, j'ai très vite déchanté. Plusieurs personnes ont fait groupe pour critiquer certaines personnes qui osaient se proclamer comme queer alors qu'elles ne faisaient pas ci ou ça, que si elles n'avaient pas un certain niveau de politisation, alors elles étaient plutôt LGBT mainstream et non pas queer. Enfin, on était vraiment en train de reproduire exactement... J'étais là, hein. Je suis sûr que j'étais là. Je me souviens très bien de cette discussion. J'ai eu le même... Pardon, vas-y, je te coupe. Oui, pareil, je suis sorti en mode, ok, on est vraiment en train de faire du gatekeeping, de dire, ok, c'est où qu'on tire la ligne. Ok, là t'es queer, là t'es pas queer. Bon. Et je me suis sentie mais hyper seule dans cette discussion parce que j'étais en train j'essayais de donner mon opinion, de leur expliquer, de dire mais en fait, on n'est pas né aussi politisé qu'on l'est aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on a eu accès à de l'éducation, on a eu accès à des ressources et ça c'est un privilège en fait. Moi, j'ai vécu un très mauvais moment. D'ailleurs, je suis assez vite partie de cette discussion-là. Je sais pas comment ça s'est fini. Je sais que moi, j'ai un peu lâché l'affaire assez vite parce que je suis beaucoup plus... sur le cadrage de la discussion, je suis pas du tout assez anarchiste, autonomiste pour la suivre quelque part. Je sais que je suis quelqu'un qui avait beaucoup d'eau dans mon vin, qui n'exclut pas de solutions réformistes, etc. Donc... J'ai un peu ce truc-là, en fait, moi, je sais pas. Et donc, vous avez l'air d'être beaucoup plus déterminé à dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement dommageables politiquement, alors que moi, j'estime que c'est des manières d'essayer de vivre dans le monde et que je condamne pas quiconque essaye de vivre dans le monde d'une certaine façon. Donc, je me suis pas trop investi. Je sais qu'on a eu un peu la même discussion dans un groupe qui a été créé l'an dernier, discussion entre personnes PD, bi, plutôt sur le spectre PD, on va dire. Et moi, j'ai un petit peu défendu le truc de dire, en fait, si on veut être inclusif, il faut aussi qu'on mette de l'eau dans notre vin au niveau de la communication, parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans des milieux qui ne sont pas du tout politisés, qui sont beaucoup plus seuls que nous, et qui ne vont pas venir si jamais on dit juste... on est des pédales à donf et on veut, on est contre les droits, le reproductif, je sais pas quoi. Politiquement, ça fait sens, mais en fait, ça fait pas sens pour plein de gens qui n'ont déjà pas accès à cette communauté-là, à ces espaces-là. Et donc, si on veut les inclure, il faut qu'on soit un peu plus chill, au moins niveau communication, quitte à après pouvoir emmener les gens vers plus de radicalité. Mais si c'est ça le prix d'entrée, il est trop élevé. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose sur ça ? J'ai l'impression que ce qui ressort aussi beaucoup de notre discussion, c'est un problème de tolérance, quoi. Un problème de tolérance et un problème de communication. Quand tu dis tolérance, c'est genre tolérance à la différence, au désaccord et tout ça ? Oui, c'est ça. Ouais, puis il y a un truc de l'ordre de la peur de la contamination, en fait. Comme si on laissait rentrer des personnes qui n'étaient pas assez formées, pas assez... Enfin, le discours n'était pas assez solide, en fait, pour se tenir par lui-même. Donc, du coup, il faut le prouver aussi par l'exclusion, par le fait de poser un cadre vraiment ferme et une espèce de ligne tracée dans le sol avec les bons, les mauvais. Enfin, il y a toujours ce truc très moral, en fait, qui vient se mettre au milieu de tout ça. Et du coup, ça fausse complètement la donne, quoi. Il faudrait qu'on ait un peu plus confiance dans notre capacité à convaincre, dans notre capacité à assumer nos idées. Et qu'en fait, c'est pas parce que quelqu'un arrive et n'est pas d'accord, ou en tout cas n'a pas compris de quoi on parlait, que forcément ça met en danger tout le process, quoi. Comme si tout allait s'écrouler. Enfin, il y a vraiment un problème de croyance très forte en la fragilité dans le milieu. Mais parce que c'est important, en fait, d'avoir travaillé sur la fragilité. On vient d'une société qui est validiste, qui travaille sur le fait de toujours avoir raison, mais du coup, d'être trop à l'extrême de ce truc-là, ça fait que on construit sur rien, quoi. Tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Ça tient à cette croyance-là. Et c'est une croyance. C'est pas vrai, en fait. On est beaucoup plus solide que ça. Il y a cette phrase à la fin de La gentrification des esprits de Sarah Schulman, qui est vraiment un super bouquin. Enfin, c'est un de mes bouquins préférés. Où elle dit, au moment où on n'est plus dans l'inconfort, on n'est plus dans la lutte. Dès l'instant où on veut un truc d'uniformité absolue, de confort absolu, où il n'y a rien qui vient jamais nous gratter, en fait, on n'est pas en train de militer. On a besoin de l'inconfort pour avancer, pour créer, pour faire un groupe, en fait. Tu disais, on a un milieu, mais on n'a pas une communauté. Et je pense qu'en fait, un des éléments là, c'est qu'on accepte effectivement pas l'inconfort. Alors, je sais qu'en disant ça, on va se faire... J'avais dit que ça me faisait peur de participer, parce que dès qu'on reprend sur ces questions-là, il y a une tendance à un peu récupérer aussi peut-être les petites phrases et pas essayer de choper la... On dirait que c'est de ma faute. Non, mais moi, on a déjà eu cette conversation, Poppy. Ouais. Je ne te jetterai jamais sous le bus. Je le ferai toute seule. On est quand même dans un milieu où on se donne le droit de s'auto-définir, de dire qui on est, de dire qui on sent qu'on est, sans avoir à le justifier normalement. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait justifier de l'être ensuite aux yeux des autres ? C'est un conflit d'intérêts pour moi.
Il y a ce moment dans Nanette de Hannah Gadsby. Oui, moi je fais du name dropping tout le temps. Donc il y a un spectacle d'humour, mais pas vraiment que d'humour et qui est vraiment très très bien, où elle explique qu'il y a quelqu'un qui lui a envoyé un message pour lui dire « Écoute Anna, tu dois à la communauté trans de faire ton coming out. » Mais en fait je suis butch quoi, genre j'ai le droit. et ça c'est quelque chose qu'on voit, une certaine pression à se conformer à un certain truc. Moi je suis très énervé contre le concept des eggs. Alors là voilà, on va dans le... C'est vraiment de la méta-trans. Un egg, c'est quelqu'un qui n'a pas encore transitionné, mais on voit que cette personne va transitionner. Moi, je suis là, genre, foutez la paix aux gens. Donnez-leur accès aux ressources, et puis si les gens sentent que c'est vers là qu'ils veulent aller, ils iront là, mais on va pas s'amuser à dire « Ah, c'est trop bien, j'ai craqué un egg aujourd'hui. » Non, on fait transitionner tout le monde, c'était ça le projet, de toute façon. Bon, voilà, bon. Tout le monde... Le grand remplacement. C'est ça. Le grand il n'y a pas d'œuf, il n'y a que des trans. Enfin, oui, c'est ça. Egg pour œuf, ok. Ouais, en anglais, yes. On va revenir sur ce que disait Poppy en écoutant une capsule sonore de Elsa Deck-Marceau dans l'Affranchi Podcast. J'ai observé là depuis ces 4 ans et ce que je commence à nommer tout juste dans le livre, c'est que ce que j'ai observé, et c'est ça que j'appelle d'ailleurs par le terme de moralisme progressiste, c'est un terme qui peut être un peu revêche, je pense que je vais expliquer en 2 mots ce que c'est, mais pour moi le moralisme progressiste, c'est la recherche exclusive de la perfection morale. C'est-à-dire comment on va pouvoir se prouver à nous-mêmes et aux autres qu'on est du bon côté de la barricade, qu'on est du bon côté de la barrière et qu'on est un ou une bonne militante. Et c'est ce que j'ai observé depuis ces 4 ans, mais tout ça, en fait même depuis ces 10 ans de militantisme dans les milieux féministes et queer, c'est qu'aujourd'hui, depuis ces 10 ans, j'ai été beaucoup entourée par des personnes, et moi-même je l'ai été, enfin je ne suis pas exempte de ces dynamiques-là, par des personnes qui cherchaient plus dans leur militantisme à se placer du bon côté en ayant les bons mots, en ayant les bons comportements, que plutôt des personnes qui cherchaient juste à militer, à créer une lutte commune contre un ennemi commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait le constat que dans les milieux féministes, on a tendance plutôt à créer des camps plutôt que de créer un front. Dans cet extrait du podcast L'Affranchi, on entend l'autrice militante queer féministe Elsa Deck-Marceau, autrice du livre Faire justice, nous parler de pureté militante et de plutôt faire des camps plutôt que faire des fronts. Enfin, moi j'ai adoré ce livre, c'est le genre de livre où j'avais envie de souligner tout le bouquin, clairement. Mais du coup, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que cette capsule sonore vous évoque ? Est-ce que cette notion de pureté militante vous parle ? Moi, dans la plupart des collectifs ou assos dans lesquels je suis passé, j'avais envie de développer le concept d'impureté militante, justement. Parce que le militantisme, comme disait une pote il y a pas si longtemps que ça avec qui je discutais, c'est sale, en fait. On peut pas ne pas y laisser des plumes à un moment ou à un autre, en fait. Il y a forcément un moment où ça va venir toucher quelque chose. Et du coup, il n'y a pas de possibilité de sortir de ça avec une posture morale qui permettrait de se sentir mieux ou quoi que ce soit. Enfin, à un moment donné, ça fait plonger dans des trucs qui sont pas... Enfin, ça fait plonger dans les pires aspects de sa propre personnalité, déjà, si on devait s'observer, parce que on grandit et on est éduqué dans une société qui est profondément raciste, qui est profondément sexiste, qui est profondément transphobe, et donc, du coup, ça a forcément un impact sur la façon dont on se construit. On peut pas se dire qu'à un moment donné, on se détache de ça, magiquement, et puis, ça y est, on est exempt de toute tâche, on devient une espèce d'être pur, sur lequel, oui, ça, en plus de ça, non seulement ça met dans une espèce de position de supériorité qui est complètement conne, et ouais, enfin, qu'est-ce que ça amène concrètement sur la lutte ? Est-ce que ça fait vraiment avancer la lutte d'être un être pur et de lumière ? J'ai pas vraiment l'impression, parce que le but du jeu, c'est d'essayer de convaincre tout le monde que ce qu'on est en train de faire, c'est pour le mieux. Donc si on se place juste en position de supériorité, ouais, c'est cool pour l'ego, mais c'est juste l'ego qu'on développe, quoi. Je suis carrément à fond pour l'impureté militante aussi. Je trouve que c'est hyper intéressant de le poser comme ça et hyper important. Moi, je suis pas au même endroit où j'étais il y a 10 ans. J'espère énormément que dans 10 ans, je serai pas au même endroit que maintenant, en fait. Et donc, me dire, maintenant, ça y est, j'ai atteint le pic du militantisme, je suis l'apogée de ma forme, je trouverais ça d'une tristesse absolue. Même sans parler de l'inefficacité politique totale de ça, en fait, j'ai pas envie d'être ma forme finale. Pour moi, la pureté militante, c'est un concept qui est complètement validiste. Parce que j'ai l'impression, moi, en tout cas, d'en avoir fait les frais dans mon évolution militante. Et je me rappelle notamment à certains moments de ma vie où j'ai vécu dans une ferme anarcho-féministe en autogestion, donc avec tous les problèmes de conflit que ça pouvait générer, où vraiment j'avais l'impression, de la part de certaines personnes, de pas être assez déconstruite, de pas être assez pure, parce qu'il y a certaines choses que je comprenais pas. Je démarrais en fait là-dedans quelque part.
Et je me sentais toujours mal, en fait, toujours rabaissée, sans qu'il y ait des mots plus hauts que d'autres, mais une espèce d'impression, voilà, de pas être assez, voilà, de pas être légitime à certaines discussions, de poser des questions bêtes, tout ça. Et en fait, j'avais envie de leur dire, mais pendant que vous étudiez des bouquins, moi, j'étais occupée à survivre. Donc, quelque part, c'est validiste, parce que j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu les moyens financiers, j'ai pas eu le capital autour de moi, il y avait personne d'éduqué pour faire ça. Et il faut bien que je démarre. Alors, soyez un peu tolérante, s'il vous plaît. Ouais, c'est comme si, voilà, cette notion, en fait, de coéducation, enfin, c'est intéressant ce que tu as dit en début d'émission, Poppy, sur le fait que on parle plutôt de milieu militant plutôt qu'une communauté, parce qu'une communauté, ça inclut des responsabilités. Et où moi, quand j'entends le mot communauté, j'entends justement cette responsabilité, en fait, qu'on a les uns les unes envers les autres, et cette responsabilité de coéducation. J'ai beaucoup habité, moi, dans des espaces collectifs dans la nature, et quand je suis arrivée, au tout début, on m'a appris à faire du feu, on m'a appris à couper du bois, on m'a appris à chercher de l'eau, on m'a appris à vivre, en fait, dans la nature, à reconnaître les plantes comestibles, etc. Et où là, en entrant dans un milieu queer, on devrait de facto déjà tout savoir. Et je trouve que c'est hyper excluant, ce que tu disais tout à l'heure, Axiel, quoi. Et cette injonction à l'éducation, elle est en plus, à l'auto-éducation, on va dire, elle est en plus extrêmement problématique parce que si tu vas sur Google et que tu tapes trans, tu vas pas tomber sur des ressources pro-trans, militantes, intelligentes, tu risques de tomber beaucoup plus sur des trucs complètement merdiques. Moi, je suis très pro-pédagogie. Je ne force personne à faire de la pédagogie, par contre, que personne ne vienne me reprocher d'en faire, clairement, parce que je pense qu'il y a effectivement un besoin d'apprendre aussi dans le lien et d'apprendre à nos proches, d'apprendre d'eux, c'est-à-dire d'avoir aussi ce truc de dire en fait c'est pas parce qu'on est plus militant qu'on a la vérité éternelle. Il y a plein de sujets sur lesquels on est complètement aux fraises, par exemple faire pousser des fraises, tiens. En tout cas moi j'en suis pas là, hein. Clairement genre, je veux bien je sais que les fraises c'est pas le plus dur mais quand même ouais, du coup j'ai fait une blague donc je me suis complètement perdu dans mon argumentation. Alors vraiment c'est un classique, hein. Mais bon vous avez compris l'idée, quoi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? La pédagogie, c'est bien, effectivement. Faut accepter qu'elle puisse se faire de façon un peu conflictuelle et que c'est pas grave. En fait, il y aura des moments où on n'aura pas forcément la patience d'en faire, parce que ça va être la 15e fois de la journée qu'on va entendre un truc raciste ou un truc transphobe, et donc du coup, forcément, faut aussi accepter ce côté humain dans le militantisme, de pas forcément avoir la patience de toujours expliquer. Moi, il y a des jours où j'ai juste envie de hurler sur les gens de façon complètement random, et puis c'est comme ça. Mais c'est un process. C'est pas quelque chose qui se fait en one shot. Il y a pas un truc d'un coup on t'apprend tout et puis tu dois tout digérer et c'est ok. Faut que les gens acceptent de se planter et c'est normal parce qu'il y a souvent cette question de légitimité aussi, de se poser la question est-ce que j'ai le droit d'aborder tel sujet, est-ce que j'ai le droit de parler de telle ou telle chose. Potentiellement, faut le prendre ce droit-là, quitte à se planter, à faire des erreurs, à vexer, à blesser des gens parce que ça arrivera de toute façon. Mais c'est aussi comme ça qu'on va avancer, qu'on va pouvoir justement faire du lien, qu'on va pouvoir s'éduquer. Parce que si on a toujours peur de se parler en se disant que si on dit telle ou telle chose, on risque d'être mis à l'écart, on risque d'être considéré comme quelqu'un qui est, encore une fois, moralement pas bien, du coup, les gens n'apprennent jamais rien, quoi. Tout le monde reste dans son confort, dans son espèce dans sa zone de confort. Et du coup, et ça crée encore de nouvelles tensions de toute façon, parce qu'il y en aura quand même. Donc autant les assumer, ces tensions-là. Et puis faire avec, et puis essayer malgré tout, quoi. Et c'est super dur dans un milieu qui est hyper, sanctionnant. J'ai un ami donc il y a un mec cis hétéro que je connais depuis moult années, et régulièrement, on a cette discussion où il me dit, en fait, si t'étais pas là, quelque part, moi je serais pas où je suis en termes de pouvoir parler féministe, intervenir, être clair, parce que j'ai pu te poser à toi des questions cash et y compris problématiques entre guillemets, et qu'on a eu des discussions parce qu'on est amis. Et en fait cet espace de confiance là, il est complètement crucial et il implique effectivement de pouvoir se tromper, se tromper. Alors après j'aime pas trop le mot tromper parce qu'il y a aussi la question d'erreur, en fait on n'est pas au final, mais bon, en tout cas dire des choses qui sont inadéquates dans le contexte, quoi. Moi, ça me fait penser beaucoup à cette notion de désaccord où j'observe que c'est très difficile, en fait, pour les personnes d'être en désaccord, d'avoir comme cette volonté de quelque chose de très lisse, alors qu'on est très différents les uns les unes des autres. Enfin, moi, en tant que meuf queen racisée, je vais pas avoir les mêmes questions, les mêmes problématiques, les mêmes envies de lutte que une personne handi, blanche. Et comment est-ce qu'on arrive à
être d'accord, de ne pas être d'accord, et que ça va rien changer. Ça ne remet pas en question ce besoin d'appartenance qui pour moi est un besoin primaire. Et je pense que c'est ça, c'est qu'on vient chercher les personnes sur ce besoin d'appartenance. Il y a cette volonté là dont tu parlais, Poppy, tout à l'heure, de vouloir préserver absolument nos milieux safe. Moi, je mets des guillemets parce que je ne crois pas en cette notion. C'est que les personnes ont peur qu'on vienne toucher à cette appartenance, à ce groupe, quoi. Surtout, en plus, c'est assez triste quand on voit d'où viennent les personnes qui ont pu traverser des choses vraiment. La plupart des personnes qui débarquent dans le milieu queer viennent d'univers très cabossés. Enfin, il y a vraiment un truc où on vient de la survie, on vient du fait d'avoir affronté des choses qui étaient très difficiles à vivre. Du jour au lendemain, on met une espèce de pause sur ça en se disant ça y est, on est dans un milieu safe, plus rien ne pourra jamais nous arriver. Enfin, c'est complètement illusoire en fait, ça peut pas fonctionner. Bien sûr que ça va continuer à être difficile. On peut pas baisser les armes, j'aime pas cette expression, mais on peut pas se laisser aller comme ça en fait, parce que du coup, c'est aussi comme ça qu'on devient intolérant à tout. Avant ça, pour survivre, on est obligé de développer des capacités d'adaptation et d'accepter des choses qu'on ne pourrait pas accepter. Enfin, c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Et c'est comme ça qu'on se construit et qu'on essaye de s'échapper de sa condition. Si à un moment donné, on arrive à cette zone de confort qui est censée être le milieu queer, du coup, oui, on échoue en fait à créer de l'appartenance parce que on peut pas créer de lien à partir de ça, quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un truc qui s'articule pas bien en fait dans tout ça. Et l'espace safe, effectivement, c'est une illusion. C'est que ça ne peut pas arriver. Il y aura forcément du danger à un moment ou à un autre. Et justement, plus qu'une illusion, je trouve que c'est fondamentalement dangereux de vendre le safe. Oui. Parce que si on arrive dans un espace, on dit rien ne pourra t'arriver, et en fait on ne se défend pas, quoi. Quelque part on arrive, ça favorise la blessure en fait, parce que la blessure elle va arriver. Il y a aussi un truc qui est très fort dans les milieux queer et militants, c'est l'implicite. On en a parlé un petit peu, voilà, de dire on arrive et quelque part on présume qu'on est d'accord. On présume qu'on arrive avec un certain set de connaissances, de vocabulaire, un certain parcours, etc. Quelque part, ce serait plus honnête de faire un petit peu comme font les cocos, d'arriver avec « Ok, tiens, voilà, tes 50 bouquins à lire avant de pouvoir rentrer, ils vont te faire un questionnaire et après tu rentres, quoi. » Bon, c'est un peu austère, mais au moins, ça, ça a le mérite de l'honnêteté, c'est-à-dire qu'on a un consentement éclairé à participer à un espace qui a un certain set de croyances. Et dans les milieux militants, plutôt anards, et dans les milieux queer, juste on présume que tu vas avoir ce set de croyances comme ça parce que t'as passé la porte. C'est faux, évidemment. En fait, le conflit, c'est ce qui définit une relation intéressante avec quelqu'un. Moi, je dis souvent, mes vrais amis, c'est les gens avec qui j'ai déjà eu des conflits et avec qui j'ai réussi à les gérer. Donc, à partir du moment où t'acceptes pas de pas être d'accord, ça veut dire que tu vas créer quoi comme type de relation ? Un truc plat, un truc lisse, un truc où tu t'emmerdes ? Un truc où tout le monde va acquiescer, aller dans la même direction alors qu'il y en a qui sont pas convaincus pour pas se froisser. C'est quoi ce type de relation en fait ? Donc c'est important d'arriver à gérer les conflits pour créer des relations qui soient intéressantes, qui nous font évoluer. Et c'est ok de pas être d'accord. Ce qui est peut-être important là-dedans, c'est de revoir notre posture par rapport au désaccord, d'accepter humblement que en fait, quand une personne n'est pas d'accord avec toi, c'est pas qu'elle te remet en question en tant que personne, c'est juste qu'elle n'est pas d'accord avec une opinion, qu'elle n'a pas tout à fait la même valeur que toi, mais ça ne nie pas la personne en entier. Et souvent, ce qui est mal pris par les gens, c'est qu'ils ont l'impression que si on n'est pas d'accord avec eux, on les réfute en tant qu'être. Et ce petit décalage de posture à avoir qui est, non, en fait, on ne me réfute pas en tant que moi, on dit juste que on n'est pas tout à fait d'accord sur ce concept-là, on l'a pas vécu comme ça, on n'a pas les mêmes besoins, et c'est ok en fait. Si on repart des besoins de chacun, alors peut-être qu'on arrivera mieux à se comprendre. Si on repart des besoins et des émotions, peut-être qu'on arrivera mieux à se comprendre en fait. L'an dernier, à la bibliothèque anarcha-féministe, où il y a 2 ans, je sais plus, on avait fait la série de l'été. On avait fait une lecture du manuel pour de l'autodétermination, je ne sais plus. Enfin bon, un gros bouquin de vulgarisation en psychologie sociale fait par la chaîne YouTube et le site Hacking Social, où c'est 2 meufs qui travaillent sur la psychologie sociale dans l'idée de nous donner des outils. C'était super intéressant. Et il y a un peu cette idée, dans la notion un peu de personnalité autoritaire, il y a cette notion de rigidité et de mettre un peu une frontière étanche avec les croyances des autres. Et on s'est quand même dit, ouais, mais il y a des endroits où c'est nécessaire d'avoir une frontière un peu étanche, quoi. En discutant, on s'est dit, enfin voilà, petite métaphore, concrètement, on est quelque part, quand on fait un milieu, une communauté, on va faire une maison, et il faut qu'on soit d'accord sur les fondations. Mais après,
le reste finalement, est-ce que la couleur, le nombre d'étages, la forme des murs, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Et donc la question, mais c'est une vraie question conflictuelle pour le coup, et je voudrais pas la lisser, c'est-à-dire qu'en fait c'est une question qui a de l'impact, qui a de l'importance dans la création aussi de communautaire, c'est quelles sont les questions sur lesquelles on va pas transiger. Déjà, rien que ça, sans s'occuper des petits détails, rien que ça, franchement, il y a du taf. Hein, genre, on a de quoi s'engueuler pendant vraiment longtemps, juste avec ce truc-là. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment cette notion à avoir de dire quel est le degré d'inconfort, finalement, qu'on va calibrer ensemble et sur quels endroits, en fait, c'est pas juste une question de confort, c'est une question de survie. En fait, là, ça va être la base, quoi. De survie, y compris de survie idéologique, hein, je veux dire. Pour moi, il y a cette dimension-là. Et j'ai un tunnel disponible sur la notion de contrainte, si jamais, à un moment donné. Ça veut dire quoi, un tunnel disponible? On peut partir sur une demi-heure, c'est ça à peu près? Tu l'estimes à combien de temps ton tunnel? Non, pas forcément aussi longtemps, mais genre que c'est un peu tangent, donc c'est pour ça que je ne le dis pas de suite. Mais... Ok, ça marche. Moi, je serais très curieuse de l'entendre, si jamais. Bon, on va faire d'abord une petite pause musicale pour écouter Uzi Freya. Uzi Freya est une autrice, interprète et compositrice camerounaise. Elle fusionne rap et électro. Uzi, c'est un flow et des prods qu'on n'oublie pas. C'est une voix qui marque, une présence qui habite et une voix qui galvanise. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Don't Disturb Me. Body waving, body shining, body stepping back. Body smooth, body cool, I don't give a damn. Bloody shoes, freaky dress, I am saving them. Openness, elegance, freaky kicky am. Fall in love, lost myself, take a good ride. Decision, damnation, no fucking tears to cry. I found myself step by step, now you acting mad. Yeah, I don't care, I don't give, I can feel it them. I am happy, I don't care what you want. I feel good in my body and my soul. Negativity, I hit it with a suit. Pros by yes, that's a fact. I am happy, I don't care what you want. I feel good in my body and my soul. Negativity, I hit it with a suit. Pros by yes, that's a fact. Chérie Coco, vas-y dis-la. Je me casse avec mes copines, on te renvoie par la sauce. Hey. Chérie Coco, vas-y dis-la. Tu joues avec mes sentiments, te monte bien en l'air. Hey. Je suis happy, je m'en fous de ce que tu veux. T'as zéro moula, tu veux jouer au couvre-feu. Je suis happy, je m'en fous de ce que tu veux. Ce badge transcende tous ces pétasses enrageuses. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lècheras tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lècheras tout à l'heure. I am happy. I am happy. I feel good. I am happy. I feel good. I am happy. I don't care what you want. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lècheras tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir foutre le bordel dans ton cœur et ton pantalon. Je n'ai pas besoin d'une invitation pour te voir déverser tes pleurs quand tu me lècheras tout à l'heure. I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my soul. Negativity, I hit it with a suit. Pros by yes, that's a fact. I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my soul. Negativity, I hit it with a suit. Pros by yes, that's a fact. I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my soul. Negativity, I hit it with a suit. Pros by yes, that's a fact. I am happy, I don't care what you want. I feel good with my body and my soul. Negativity, I hit it with a suit. Pros by yes, that's a fact. On arrive à la fin de cette première partie. Jusqu'à présent, on a parlé de la différence entre conflit et agression, et des définitions de call-out et call-in.
On a parlé du manifeste « Mieux gérer nos conflits », de pureté militante et de ses conséquences. Dans la deuxième partie, on parlera des impacts du conflit et du call-out, du rôle de notre entourage dans ces moments et comment on peut mieux faire. On donnera des conseils tips pour traverser nos conflits. Merci pour votre écoute. Un grand merci à Claire et Joe à la régie et merci à Canal Sud pour cette belle opportunité de venir vous conter nos queerités.